Bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque on va faire un petit peu de prospective, puisque je viens d'avoir une nouvelle qui m'a fait bondir au plafond, puisque Roco a décidé de sortir au premier trimestre 2022 une locomotive très intéressante. C'est une décapode, c'est une 150Y3. Et elle a une petite particularité, c'est qu'elle a un tendère en forme de baignoire. Et du coup, cette annonce me hype énormément. Et donc, je vais, avec vous, dans cette vidéo, faire un petit peu une review, alors que je n'ai pas encore le modèle, mais vous parler un petit peu de l'aspect technique, puisque Roco a mis en ligne les pièces détachées. Et donc, du coup, en faisant une analyse sur les pièces détachées, on va pouvoir déjà avoir un peu l'idée des technologies mises en place. Alors, c'est pas une vidéo ici où je vais faire des analyses historiques et contextuelles pour savoir si effectivement la locomotive est bien reproduite. Moi, ce qui m'intéresse plus avec vous, c'est de partager l'analyse sur les pièces détachées et voir un petit peu les éléments qui sont communs avec les différentes autres locomotives de la marque et comment ils se démarquent justement de leur fabrication antérieure ou comment on garde l'héritage en fait des locomotives antérieures. Je vous rappelle que j'ai très bientôt, je vais mettre en ligne une série de vidéos sur la digitalisation des 150Z qui sont sortis dans les années 90. Et on va voir un petit peu les liens de parenté qu'il peut y avoir entre la 150Z et la 150Y. Et vous allez voir, il y a des choses qui sont assez similaires. Ce sont toutes les deux des décapodes, quoi qu'il arrive. Mais on voit qu'il y a des héritages. Et donc c'est très intéressant de voir comment Roco notamment a préparé la digitalisation de ces nouvelles machines pour pouvoir faire un petit peu l'analyse sur les 150Z et voir les marges de manœuvre et les changements auxquels ils ont procédé. Vous allez voir, il y a quelques petites surprises. Donc, on va commencer tout de suite avec l'analyse. Je vais me décaler légèrement sur le côté pour pouvoir mettre les captures d'écran des PDF des pièces détachées. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, comme avec son habitude, Roco fournit dès le départ des informations qui sont très précises sur la façon dont les locomotives sont assemblées. Donc, sur la première page, on voit un petit peu l'ensemble cabine chaudière. Et pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il y a, comme à chaque fois avec les locomotives à vapeur, énormément de pièces détachées. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que on voit une vue en 3D isométrique du lest. Et sur ce lest, il y a deux endroits où on voit très clairement les emplacements des haut-parleurs. Donc ça veut dire que déjà sur ce lest 250Y, pour pouvoir la sonoriser ultérieurement, on peut dès à présent, si on n'a pas envie de la sonoriser tout de suite, on a la possibilité de pouvoir le faire parce qu'il y a déjà des emplacements normalisés sur des haut-parleurs. Alors l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'ils ont directement prévu un connecteur spécifique pour les haut-parleurs, certainement qui va permettre de pouvoir être branché sur un endroit dans le tender spécifique pour la partie son. Et là, il y a quelque chose à regarder parce que c'est une idée très intéressante. Donc cette référence, ce fil en particulier d'alimentation sonore avec sa prise, à la référence 141 497. Et ça m'intéresse énormément parce que du coup, en achetant en pièces détachées cette référence, on peut éventuellement commencer à prévoir des connecteurs et ça serait intéressant de voir de l'autre côté sur la platine comment ce fil est branché.
Bon, sur cette première page, ces deux éléments-là sont assez intéressants. Sur la deuxième page, on est spécifiquement sur les embielages. Et là, on remarque une chose très intéressante, qui est que le châssis de la locomotive, donc, qui supporte la chaudière, est lui aussi moteur, comme sur la 150Z. Donc, du coup, on a une locomotive qui va être en bitraction, c'est-à-dire traction sur le tender et traction sur la locomotive en elle-même. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que ça va être une locomotive qui va être un véritable percheron, comme les 150Z. Et ça me hype énormément, parce que cette possibilité de double traction, en fait, entre le tender et la locomotive, fait que du coup, sa capacité de traction, et notamment sa capacité de traction en rampe, va être absolument excellent. On retrouve aussi des platines qu'on avait vues sur qui sont réutilisées, qui avaient été utilisées sur notamment d'autres 150Z, mais cette fois-ci côté germanique, avec la référence 62270, qui est donc une 150Z nouvelle version année 2000 digitalisée. Donc on retrouve cette platine, ce qui est très bien parce que cette platine n'était plus disponible en SAV, donc du coup, elle va être à nouveau disponible. Notamment, on retrouve la pièce numéro 24, qui est le circuit imprimé incluant des LED CMS pour l'éclairage des lampes à l'avant. Et donc, ça veut dire qu'ils ont gardé exactement le même système de chambrage, et on se retrouve avec le même type de châssis que sur les 150Z, enfin les BR50 en fait, nouvelle version. Donc ça c'est aussi un élément qui est très intéressant. On voit par contre, petite déception, qu'ils ont changé leur méthode d'élongation entre la machine et son tender. Donc du coup, il n'est pas compatible avec l'élongation de la 150Z. Donc on ne peut pas, par exemple, mettre sur cette nouvelle 150Y, faire des échanges de tender, ce qui parfois peut être assez marrant et a été pratiqué par la SNCF notamment. Donc sur cette deuxième page, on voit des choses qui sont effectivement intéressantes. On voit qu'il y a du captage de courant aussi bien sur le tender que sur la locomotive. Donc ça risque d'être assez intéressant aussi, elle risque d'être assez fiable, notamment quand on passe des grilles avec des appareils de voix un peu complexes. Donc ça c'est un très bon point. La troisième page, là on voit les différents essieux. Alors par contre, là où on peut faire une petite remarque, c'est que ils ont encore fait fort chez Rocco, ils réussissent à faire passer une 150Z sur du rayon R3. Donc le rayon R3, si je ne m'abuse, c'est du rayon de 358 mm. Alors faire passer une 150Z sur du 60 cm, 70 cm de diamètre, c'est un peu tendu. Hein. Mais donc du coup, ça veut dire que les essieux centraux vont avoir un débattement très important. Donc, certainement, si on s'en réfère aux cotes, les empattements et la largeur entre les cylindres extérieurs est peut-être pas tout à fait à l'échelle. Donc, du coup, pour comment s'appelle, l'entrée dans les rotondes, etc., ça peut poser un petit point d'inquiétude. Mais bon, on verra. Déjà, la 150Z, elle passe, donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Après, que dire d'autre? Bah, on a les pièces détachées en ce qui concerne l'embiellage, donc ça, c'est assez intéressant. Et on retrouve en pièce numéro 3, qui est en fait tous les systèmes de frein, exactement la même pièce, avec la même référence, que sur la 150Z, hein, puisque c'est la référence 100-292, et c'est exactement la même référence que sur la 150Z. Donc ça veut dire qu'ils ont réutilisé des pièces qui existent déjà depuis 25 ans. Voilà. Ensuite, après, sur la quatrième page, on voit le tender, et là on voit des choses qui sont très intéressantes. Le connecteur en question se connecte sur le connecteur Zimo, enfin sur le décodeur Zimo, donc c'est un décodeur Zimo. On voit aussi la platine. Et là, petite chose intéressante, c'est que contrairement à la 150Z où la platine
et le plus bas possible. Là, en fait, la platine est au-dessus du moteur. Et le moteur, on a un moteur traditionnel de la gamme à cage ouverte. Donc, c'est un petit peu le point négatif, c'est que c'est un moteur qui a beaucoup moins de couple que le gros moteur à cage fermée qui avait été mis dans la 150Z, qui avait un couple absolument démoniaque, et surtout une consommation très faible, puisque on verra lors de la digitalisation de la 150Z, ce moteur-là a une consommation ridicule et un couple énorme. Donc voilà, on voit ensuite après, autre point positif, que le corps du tender est intégralement en Zamac, certainement pour pouvoir fournir du poids, parce que du coup, comme il y a beaucoup de choses maintenant dans la locomotive, avec le décodeur sonore notamment, ils n'ont pas la possibilité de mettre des lestes très importants. Voilà. Ensuite, après, on constate aussi que c'est un connecteur pour décodeur 8 broches. 8 broches. Donc, tous les petits rigolos qui viennent me dire que les connecteurs 8 broches, c'est obsolète, allez vous faire voir, gentiment, hein, très gentiment, mais allez vous faire voir, parce que les connecteurs 8 broches, à l'heure actuelle, restent encore des connecteurs standards, et avec toutes les fonctions nécessaires. Hein, qu'on arrête de me vendre le Plux 22 comme étant l'alpha et l'oméga du digital. Non, alors je suis un peu méchant hein, quand je vous dis allez vous faire voir, mais voilà, c'est simplement parce que on m'a chauffé sur un forum, non c'était sur Facebook, en me disant ouais, les connecteurs 8 broches, c'est obsolète, ça sert plus à rien. Non, je suis désolé, à l'heure actuelle, ça fonctionne encore très très bien, et il y a encore beaucoup de locomotives qui n'utilisent pas toutes les fonctions du 8 broches. Donc allez me parler de connecteur 22 broches en Plux 22, expliquez-moi à quoi ça sert dans certaines locomotives, et notamment dans les locomotives à vapeur. Donc voilà, c'est un connecteur 8 broches. En plus, accessoirement, ça coûte beaucoup moins cher que le Plux 22, et ça fonctionne aussi très très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à dire sur cette page-là. Et ensuite, après, on a la dernière page avec les engrenages qui font que les essieux arrière du tender sont moteurs, puisqu'il n'y a que les essieux qui sont... donc c'est pas tout à fait exactement comme la 150Z, où il y avait un double étage sur le tender. L'autre chose qui a l'air, alors j'ai pas la confirmation sur la notice, mais à mon avis, on est exactement comme sur le tender de la 150Z, c'est-à-dire que les bogies sont monolithiques. Ils n'ont pas l'air d'être directionnels. Donc, certainement qu'ils ont fait exactement les mêmes tricheries que les 150Z. Voilà, on a fini donc avec les 5 pages d'analyse de cette locomotive. Moi, elle me hype beaucoup cette locomotive parce que elle a l'air assez intéressante, et c'est la première fois que Rocco décide de lancer cette machine avec un tender en forme de baignoire. On a souvent eu des tenders à flanc droit, et là, voilà. Alors après, je ne sais pas si d'un point de vue historique, parce que j'ai pas eu le temps de faire la recherche, si la 150Y3 a gardé longtemps ce tender, parce que de mémoire, la SNCF n'aimait pas beaucoup ce genre de tender. Donc voilà, donc c'est la référence de cette locomotive, c'est la 70-280 en version analogique, la 70-281 en version sonore. Voilà, sachant que si vous achetez la version analogique, vous pouvez ensuite après rajouter un décodeur à votre contenance, donc à votre convenance plutôt, un lock pilote par exemple. Et voilà. Et ensuite, après, il y a une version alternative son qui est la référence 78-281. Donc cette locomotive serait certainement sortir courant mois de février ou mois de mars, puisqu'elle est annoncée pour le T1 2022, et ça me hype beaucoup. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment la première fois que je fais une vidéo d'analyse comme ça, avec les pages des pièces détachées juste à côté.
N'hésitez pas non plus à nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez les contenus de la chaîne, ça permet d'augmenter le référencement. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Witsenheim, sur des vidéos de décor et de la digitalisation. Et d'ici là, bon week-end à tous et à ciao.